tout embrasse Malétran, veut dire tout simplement qui entreprend beaucoup de choses à la fois, n'en réussira aucune. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans votre émission Touche à tout. Voilà, comme d'habitude, c'est une émission qui vous a toujours apporté de l'éclaircissement, surtout sur la situation générale de notre pays. Voilà, vous allez remarquer l'absence de mon confrère Ndibou. Voilà, c'est indépendamment de sa volonté. Mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous aujourd'hui un proche collaborateur de la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka. Il est également un coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Monsieur Mardoché, bienvenue. Merci, mon frère. En forme? Oui, tout va bien. Très bien. Monsieur Mardoché, tout d'un coup, né dans la politique, ou c'est une inspiration, ou peut-être votre entourage vous a juste boosté à faire la politique aujourd'hui? Bon, la politique, pour moi, c'est une vie idéale que j'ai toujours pensé faire. J'ai plusieurs motivations. Personnellement, j'ai essayé à me découvrir comment mettre en exergue mes compétences. Et surtout, je voudrais servir la nation, je voudrais servir les institutions. Parce que c'est avec le moyen que j'ai et les possibilités que je peux avoir, en tout ce que je suis, ne peut du tout pas en quelque sorte répondre aux besoins des individus. Donc, je suis convaincu que mon cursus, ce que j'ai déjà conçu sur mon chemin de la politique, peut déjà représenter quelque chose parce que nous avons besoin de procéder, n'est-ce pas, au poste de commandement, des responsabilités, pour être à mesure quand même de répondre aux besoins des uns des autres de manière globale. Donc, brièvement, la politique, c'est ma passion. C'est ma passion. Et qui vous a inspiré à entamer la carrière politique? J'ai trois personnalités politiques qui aujourd'hui, leurs acquis représentent beaucoup pour moi. Je commence avec Patrice Emery Lumumba. Très bien. Je vois Etienne Tshisekedi Lumumba. J'ajoute aussi Lumumba. Excusez-moi, Mobutu. Les gens m'ont posé des questions pourquoi cibler Mobutu. Bon, je vais dire, Mobutu en soi, il n'est pas mauvais. Mobutu s'est laissé corrompre par le pouvoir jusqu'à devenir dictateur. Mais à Mobutu, il y a des qualités importantes que la jeunesse peut aujourd'hui, n'est-ce pas, mettre en exergue. Donc moi, je me suis dit que je devrais faire la symbiose des compétences, des qualités de ces grandes personnalités politiques aujourd'hui qui représentent l'image, n'est-ce pas, de la politique de notre pays. Et je fais cette symbiose pour me forger, moi, ma personnalité politique. Donc en moi, on peut lire le comportement de Lumumba, on peut lire le comportement de Mobutu, on peut aussi lire le comportement de Etienne Tshisekedi Lumumba. Donc vous allez voir que pour moi c'est très important. Ce sont des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Aujourd'hui je travaille, peut-être qu'on peut faire mieux que eux, mais ils nous ont déjà forgé le chemin. Et nous sommes sur ce chemin pour continuer le combat. C'est encore jeune, mais vous avez inspiré à faire la politique. Vous n'avez pas peur parce qu'aujourd'hui la politique, il y en a beaucoup qui ont peur de la politique. Non, par exemple la politique on tue, la politique on empoisonne et autre chose. Mais vous avez pris cette décision de faire la politique. Pourquoi? Nous devons être réalistes. Je pense l'absence de courage dans le chef de beaucoup de jeunes, c'est ça, c'est qui pousse les autres à devenir déliés, les autres à devenir, je veux dire, ce qui court de les autres, je veux dire. Le courage, c'est un élément très important dans la vie d'une personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme, jeune, vieux, le courage est très important. Lorsque vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas réussir. Les Français disent l'effort fait le fort, c'est-à-dire le travail rend l'homme fort. Lorsque vous faites le choix difficile, cela prouve que vous êtes capable, vous êtes important d'être utile dans une société. Alors, on se recourt, c'est lorsqu'on se mesure devant des obstacles de la vie. Vous avez une vie idéale qui se situe en dehors, je veux dire, après ces obstacles. Donc vous devez les franchir. Mais l'élément important qui peut nous amener, n'est-ce pas, à franchir ces étapes, c'est le courage. Tu peux être important, tu peux être intelligent, tu peux être sage, mais lorsque tu n'as pas le courage, c'est un élément motivateur, un élément qui démarre, non, n'est-ce pas, le processus de réussite. Donc le courage pour moi est très important. Nous sommes des êtres mortels, nous sommes fragiles. Je peux sortir comme ça, on me tamponne, je meurs. Alors si je ne fais pas ma vie de manière objective, normalement je serai terrifié par ça. Ça relève de l'imaginaire, des gens faibles qui ont vraiment peur de mourir. Mais nous allons mourir. Alors il faut toujours prendre le risque pour sa vie, il faut prendre le risque pour la réussite, parce que nous avons des gens qui espèrent en nous. Et en moi, si, il y a peut-être les autres qui ignorent ce qu'ils sont. Mais moi j'ai appris à connaître ce que je suis, d'où je viens, ce que je suis et ce que je peux être demain. Pour être ce que je veux demain, il y a des mécanismes, il y a des principes, il y a des étapes que je dois franchir et ça, je m'assume, je supporte. Seul le courage m'apporte là où je veux partir. Donc le courage est très important.
Président de la nouvelle génération pour le changement, c'est quoi d'abord les ambitions primordiales de votre jeune parti ou association, je peux le dire comme ça? Avant d'aboutir à l'association, il fallait d'abord me poser la question, mes ambitions à moi. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé de devenir président de la République. Moi, Mardoché. Peut-être les autres peuvent sourire, hein. Les autres peuvent rigoler. Mais moi, j'ai toujours rêvé de devenir président de la République démocratique du Congo. Et je suis sûr que je peux le devenir un jour. Alors, j'ai compris que pour devenir celui-là, il faut imposer sa vision. Cette vision doit être fondée sur les insuffisances des prédécesseurs, le papa, les vieux, le grand frère qui nous ont précédés. Alors, il faut faire une analyse de beaucoup d'années et des analyses très profondes qui peut nous amener à apporter quelque chose de particulier. Parce que les Français disent, pour mieux faire les choses, il faut le faire autrement. Faire autrement, c'est j'ai apporté la nouvelle génération. La nouvelle génération pour le changement, c'est une structure et a pour objectif soutenir toutes les actions de la présidence institution qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Combattre aujourd'hui les abus inhérents à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion de valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. Et je me dis, les trio de concepts, tribalisme, pauvreté, corruption, c'est ça le concept sur lequel repose l'objectif de notre structure. Et nous devons aller comme ça. Lutter contre la pauvreté, d'après nous, ça signifie quoi? C'est que nous, jeunes, nous pouvons, à la lumière de notre objectif, des objectifs, mûrir le projet dans les différents domaines de la vie, les soumettre à qui des droits pour que ceux-ci subissent un financement, une subvention. On peut créer des projets à occupation massive, 5 personnes, 10 personnes, 3 personnes, c'est déjà suffisant. Et lorsque vous avez créé du travail pour 5-10 personnes, ça a des répercussions positives dans leur famille et pourquoi pas aussi dans la vie sociale de tout un peuple. Et alors, nous y allons petit à petit jusqu'à ce que nous pouvons aboutir même à 30-40% selon le moyen. Et petit à petit, cela va pousser les gens à comprendre c'est quoi l'objectif de la nouvelle génération. Notre politique, ce n'est pas la politique de la corruption de conscience. C'est ça la plus sale politique que peut-être les autres personnes nous ont imprimée ici. Corrompre les consciences des gens qui sont partis à l'université, ils ont fait 5 ans. Peut-être la plupart des parents souffrent. Ce sont des fonctionnaires, les autres se débrouillent. Vous avez une maman marchande, et c'est pas, ils te donnent $200 à la fin d'une année, par exemple. Et puis, cette femme se bat, te donne un diplôme, tu as étudié. Peut-être tu peux ou ne pas avoir la prétéose du savoir, mais tu es utile dans la société. Tu te retrouves dans un parti politique en train de chanter le nom de quelqu'un, le porter dans un polo, sur un chapeau, et tu es en train de vieillir. Parce qu'en leadership, nous, on nous dit, mieux vaut investir dans le démos, c'est-à-dire dans le temps. Les 5 minutes que je peux perdre dans un bar, pour moi c'est important, je peux lire une théorie importante qui peut aider le Congo à aller de l'avant. Nous avons compris aujourd'hui dans la nouvelle génération, il y a beaucoup de choses, il y a l'éveil de conscience, la prise de décision et l'autosuffisance. Donc nous devons nous prendre en charge, travailler, considérer que le Congo aujourd'hui a besoin de nous. La jeunesse, ce n'est pas l'avenir du demain, c'est l'avenir d'aujourd'hui. Ce n'est pas la jeunesse, l'avenir du demain. Aujourd'hui, tu avais 30 ans, le lendemain, tu as 40 ans, tu dis que tu seras l'avenir du demain. C'est lorsque tu auras 60 ans. C'est impossible. La force de la cuisse vient de l'os, ouais. Qui dit une expression française. D'où vient la force de la nouvelle génération pour le changement? Qui est derrière cette structure ou association? La nouvelle génération est tenue par mon sens de leadership. Parce que j'ai compris qu'il fallait que je transmette ce que j'ai, n'est-ce pas? Dans ceux qui ont accepté ma vision. Il faut qu'ils deviennent comme moi. Même lorsque je ne serai pas là, il faut qu'ils parlent comme moi. Il faut qu'ils communiquent comme moi. Il faut qu'ils fassent les choses comme moi. C'est pour pérenniser la vision. Et lorsque vous prenez les gens, ils adhèrent à votre vision et que vous n'avez pas le pouvoir de transformation, c'est-à-dire vous capotez. Alors j'ai compris aujourd'hui que la puissance ou la force, normalement, c'est le socle de ce que nous prêchons. Nous prêchons la vérité, nous prêchons les vertus. Sur base des compétences que nous avons acquises, des personnalités que je vous ai citées ici, nous avons trouvé important de continuer toujours à prêcher pour convaincre les consciences de nos frères. Ils peuvent aussi aller dans notre province prêcher la même chose. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je me retrouve dans plus de 16 provinces. Je n'ai pas dépensé de l'argent pour corrompre les consciences des uns des autres, mais je suis allé, j'ai prêché la vérité, j'ai prêché la vision, et les gens ont compris, et c'est pourquoi les gens me suivent, ils sont derrière moi. Alors, la force d'une structure, c'est les objectifs que nous soutenons, que nous prêchons dans n'importe quelle langue, mais qui rencontrent le besoin des gens selon les faiblesses que nous vivons, selon les insuffisances sociales. Très bien, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que vous êtes en train de suivre M. Mardoché Ntsele Minga. Il est proche collaborateur de la gouverneure de l'Olaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka. Voilà, on va s'impliquer dans les vifs sujets d'aujourd'hui.
est-ce que vous êtes sûr que la population de la baisse est contente de voir Fifi Masuka à la tête de cette province, d'ailleurs issue du démembrement du Grand Katanga, aujourd'hui appelée province, et surtout c'est dénommé la province ou la capitale mondiale du cobalt. Est-ce que vous êtes sûr que le peuple de l'Alabé est content? Vous savez, je ne vais pas faire usage de concepts de séduction ou de culte de personnalité. Très bien. Mais je sais, la population a compris aujourd'hui. La population du Lualaba à l'époque était induite en erreur par l'administration passée dirigée par l'ex-gouverneur Mouyège. Parce qu'il faisait voir aux gens que normalement, l'unique lui, avec Joseph Kabila qui était président à l'époque, devrait changer, n'est-ce pas, les sociales, le développement, par exemple, de la province du Lualaba. Mais après les dénonciations qu'on a apportées contre eux, la population a ouvert les yeux. Ils ont compris qu'ils étaient mentis par le gouverneur. Alors, aujourd'hui, Masuka, on l'appelle ange de la délivrance de la province du Lualaba. L'ange de la délivrance. Les gens peuvent se dire pourquoi. La province pilote à l'époque, vous avez suivi ici des passes magazines sur différentes chaînes ici à Kinshasa, les gens chantaient Mouyège, pâtisseur, province ceci, province cela. Oh, c'était faux et archi faux. Donc Mouyège, Papa Solution, Papa Mouyège, Solution, au moins Bouyé. pour un groupe d'individus. Par exemple, lui aimait bien enivrer les jeunes, les amener à Katébi, les enivrer avec des vins qui coûtaient trop cher, les corrompre avec quelques billets de banque, ce que nous n'avons pas du tout apprécié. Comme Masuka, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop, les gens ont taxé d'incompétents, ainsi de suite. Mais vous savez, en politique, nous sommes tenus aux résultats, pas aux moyens. Et lorsqu'on a dénoncé la mégestion et la gestion opaque de finances à la tête de la province du Lualaba, Masuka a apparu avec un programme d'action taillé et adapté aux besoins de la province, de la population, et laquelle corroborait aussi avec le projet de société du président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Fifi Masuka procède par la rectification du budget de la province. Donc, nous avons eu un budget revu à la hausse. Et elle a fait une prévision de 1 milliard de dollars, soit 10% du budget national. La femme qu'on taxait d'incompétente, la femme qu'on taxait de manque de personnalité, qu'elle ne peut pas gérer la province. Et d'ailleurs, non seulement on l'a attribué, on l'a jeté des diatribes, mais autrefois on disait qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose de bien. Alors ça, c'était le premier pas dans une petite échéance. Dans une province endettée, mais on a vendu l'image d'une province pilote. C'était pas vrai. Masuka arrive. Elle change les conditions des agents membres du gouvernement. Dans moins de 3 mois, on donne même la gratification du 13e mois. Ça, c'est au Lualaba. La province du Lualaba, là, personne ne pouvait croire que Félix Antoine Tshisekedi était capable de changer quelque chose. Dans le ménage de tout le monde, chaque personne retenait que seul Kabila pouvait faire, seul Mouyège pouvait faire. Tshisekedi ne peut rien faire pour nous. Masuka arrive en premier. Sur la ville où il n'y avait aucune photo du président public. D'abord, je vous rappelle qu'à l'époque, on avait brûlé les effigies du président public sous le règne de Mouyège. Et personne n'est parti en prison pour ça. Celle qui vient à l'intérim, contexte de tout et de rien. Dans un pouvoir de restriction ou de limites, elle parvient à imprimer la ville aux couleurs de Félix Tshisekedi. Elle lance un mot d'ordre à toutes les chaînes partenaires. Est-ce que là, ce n'est pas une trompe-œil vis-à-vis du chef de l'État? Non, il fallait le faire. Et lance un mot d'ordre. On met en place des programmes de la prédication, de la promotion de la vision du chef d'État Félix Tshisekedi dans toutes les langues. Et les gens ont compris qui est Félix Tshisekedi et qu'est-ce qu'il veut de Congolais et c'est quoi son projet pour la population, le Lualaba en particulier. Et ça commence à se concrétiser par la modification du budget pour adapter le programme d'action qui ne corroborait pas à l'époque avec le projet de société chef d'État et le réadapter aux besoins de l'air. La population a commencé à sentir la présence du président public. C'est pourquoi on l'a surnommé Fifi Béton. On a senti en elle le sens du tshisekidisme qui voulait travailler sous les insuffisances du kabylisme et répondre aux besoins du peuple. Masuka a modifié même la beauté de la ville à travers une nouvelle technologie. Je vais dire, on a changé, modifié même la façon de construire des routes, la varie urbaine. A évolué au-delà de 109 km sur la ville. Voilà, on va simplement parler de l'évolution des infrastructures dans cette province de Lualaba qui dirige Mme Fifi Masuka. Autrefois, on a vu la route d'Ilolo-Sando il y a aussi la construction de l'aéroport et quelques autres infrastructures. Donc, comment l'évolution, si vous pouvez me parler? Donc, tout évolue très bien. Je commence d'abord avec la varie urbaine.
plus de 64 avenues sont construites au Lualaba dans moins de 19 mois. Sous Fifi Masuka Saini. Vous savez que Masuka, c'est le gouverneur de faute, le gouverneur intérimaire. On a essayé de diaboliser ici la possibilité pour elle de devenir gouverneur intérimaire. C'était Zalimi qui est l'autre quand on voulait se forger pour la salir. Mais elle est gouverneur intérimaire et représentante du chef de l'État au Lualaba. Très bien. Masuka a construit la ville. Elle est en train de construire même une changère. Elle construit quoi des édifices importants pour la province, même les bâtiments dans lesquels doivent abriter les institutions en province. Parce qu'à l'époque du gouvernement Mouyej, même les ministères louaient de maisons. La maison qui était même destinée pour construire les bureaux des ministères. Là, c'est un terme de mépris ou bien peut-être la vérité? Non, c'est la vérité. Moi, on m'appelle apôtre de vérité. Ceux qui me suivaient, ce n'est pas moi qui ai voulu ce nom, c'est le peuple. C'est le Lualaba qui m'ont donné ce nom. Parce que moi, je n'ai pas peur de dire la vérité, peu importe la couleur de la vérité, je vais la dire. Allez-y. Alors, Masuka arrive et amène quand même les finances de la province qui était évaluée à 4,9% à 51% dans 12 mois. Aujourd'hui, la province du Lualaba, c'est la première province qui génère beaucoup de fonds dans les caisses de l'État. Masuka construit, n'est-ce pas, la route nationale numéro 1. Et vous avez vu les projets de Masuka sur le plan des infrastructures. Et là, Masuka est en train d'achever, n'est-ce pas, l'aérogare de la province du Lualaba pour faire de cet aéroport l'aéroport international. Un aéroport qui doit répondre aux normes internationales. Et puis, deux, Masuka est en train de payer les dettes que le gouvernement Mouyej avait laissées. Plus de 150 millions de dettes. 150 millions de dettes d'emprunt dans les banques locales opérées par le gouverneur. Et les dettes sont en train d'être payées par une femme sous l'intérim. Quelqu'un qui touchait 1 200 $ comme conseiller, pendant que l'autre conseiller touchait 3 000, aujourd'hui, se va en train de toucher tous 3 000 $. Un jardinier au Lualaba, au gouvernorat, vous touche 1 000 $. Donc chaque personne qui travaille au gouvernorat au Lualaba roule carrosse. C'est ça le peuple d'abord. Bon. En même temps, pendant que vous payez ici la farine à 63 000, au Lualaba, c'est à 16 000. C'est pour vous dire que le social est maîtrisé, les infrastructures, c'est intact, et un élan de développement qui mérite la protection et le soutien à la promotion de nous tous Congolais. Et puis je vais encore toucher la route du Lolo, vous avez souligné ici. Cela s'inscrit dans le cadre de l'anticipation du projet 145 territoires. Lancé par le président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où dans les territoires du Lualaba, il y aura même la mise en place de la panneau solaire d'abord, photovoltaïque nouvelle génération. Le chef de l'État a fait mention de cette catégorie de panneaux solaires à son adresse à la nation 13 décembre dernier. Alors la route qui a même créé la jalousie dans le chef de Mme Kainda, la ministre de portefeuille, et voire même quelques ressortissants de Sandoa qui ont vu le projet de Masuka construire les socles de l'État. Voilà, on ne peut pas parler des réalisations du gouverneur intérimaire Fifi Masuka sans pour autant exhiber quelques éléments de ces réalisations. Alors, je demande à la réalisation de nous balancer un élément et on se retrouve tout juste après. C'est bon. Toujours dans le même élan et la même vision inscrite sur le schéma de la modernisation des voiries et des bâtiments, le centre des négoces, principal carrefour d'échanges commerciaux de produits provenant des différents sites d'exploitation minière artisanale de la province du Lualaba, connaît une touche particulière dans sa modernisation. Déjà, Madame le gouverneur, Fifi Masuka Saini, a accordé le financement ayant permis l'asphaltage de plus de 3,9 km de route d'une largeur de 11 cm avec une couche de roulement de 4 cm. La construction et aménagement de voies de drainage des eaux de 4 km dans l'enceinte du centre des négoces, ce qui redonne à cet espace véritablement la connotation et la mention grand carrefour d'échanges commerciaux en Afrique centrale. En même temps, la route Kazembe, longue de 6 km, est totalement revêtue en caillasse et la territe, bon, disons mieux, en terre battue, continue à recevoir elle aussi sa couche d'asphalte avec 3 cm de monocouche et sa couche de roulement de 4 cm d'épaisseur. Le tout sur une largeur de 9 cm. Ici aussi, tout bouge et personne n'est somnole.
Du même côté, la route Tchata, tout comme Kaboueloulou, sont en train d'être asphaltés par l'entreprise Mouska Engineering SARL, cette entreprise congolaise qui a su démontrer ses capacités dans sa manière d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, renchéri en province par Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïli, la Jeanne d'Arc congolaise dans la modernisation des infrastructures de base. La construction des voies de drainage par l'entreprise Naïssa se réalise aussi. Un travail de qualité y est observé. En même temps, l'entreprise GMC s'est déjà déployée sur plusieurs avenues internes, notamment sur l'avenue Mointiave, l'avenue Moïse-Amos, Calémie et autres. Ces avenues qui n'étaient presque plus... Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre les réalisations de Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka du Lualaba ou de Kolwezi. Voilà, Fifi Masuka, béton. Fifi Masuka, pseudonyme ou surnommé Ange de la délivrance. Je ne sais pas, comment d'abord parvient-elle à faire de telles réalisations en tant qu'une dame à la tête d'une grande province comme là-bas? C'est une question de volonté, c'est une question de détermination, parce que Masuka s'est engagé à bon escient, c'est-à-dire en pleine conscience de cause, à la vision du président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je veux dire, il n'a pas adhéré à la vision chef d'État parce qu'il avait besoin d'avoir d'argent, ou d'avoir des maisons, ou des véhicules. Masuka a déjà fait sa vie. Elle a un cursus politique robuste. Aujourd'hui, elle a voulu aussi brandir un leadership féminin robuste, mais qu'elle allait soumettre au service de la nation en étant gouverneur pour permettre au président public, n'est-ce pas, de réussir afin que ses efforts soient couronnés du succès. Masuka a ouvert son cœur pour soutenir véritablement les lois là-bas et faire valoir la vision du président public, Félix Tshisekedi. Alors, vous savez, Masuka n'avait pas vraiment de mots pour convaincre, mais il avait des actions pour convaincre. Il a utilisé ses compétences pour prouver à la face du monde que je suis capable de faire mieux pour mon pays et pour ma province en particulier. C'est pourquoi aujourd'hui, on l'appelle la fille aînée de l'Union sacrée. C'est parmi les premières femmes qui ont compris que le chef a besoin du soutien, a besoin de bons manadières pour faire valoir sa vision. Parce que la vision qu'elle est en train d'imprimer là-bas, ce n'est pas sa vision, c'est la vision d'autrui du président de la République. Donc nous disons aussi merci au chef d'État Félix Tshisekedi d'avoir une représentante flexible, n'est-ce pas, qui écoute et qui suit de plus près les injonctions du président. Trop d'attributs, la fille aînée de l'Union sacrée, Ange de la délivrance, Fifi, béton. Est-ce que, en termes de réalisation, pourriez-vous établir au moins ou soit élaborer le bilan mi-parcours depuis qu'il est à la tête de cette province? Bon, je vais parler du bilan mi-parcours comme tu le dis. Mais là, je vais établir un petit parallélisme entre l'administration passée et... Là, nous allons y arriver. Très bien. Alors, mais je vais dire ceci. Masuka, c'est l'unique gouverneur intérimaire sur toute l'étendue de la République qui, dans une province redevable, à plus de 150 millions de dollars, puisse faire une prévision budgétaire de 1 milliard de dollars et mobiliser assez de recettes, payer 150 millions et être en mesure de financer toutes les réalisations de la province avec la caisse de la province sans recourir aux emprunts, mais dans un pouvoir de limite. On l'appelle incompétente, mais regarde ce qu'elle fait. Masuka, c'est l'unique gouverneur qui a géré la province pendant une année, accompagné avec plus de dizaines des OPJ, je vais parler des inspecteurs assegmentés de l'UGF, pour suivre de plus près la gestion des finances dans la province du Lualaba. Et vous avez suivi que sa prestation a été sanctionnée de positivité par l'inspecteur général Gilles Lingeti. Vous avez suivi sa sortie médiatique. Dans la province du Lualaba, où il fallait changer d'identité pour être pris dans une entreprise, postuler quelque part, il faut changer pour être rond, membre de la famille tribale de l'ex-gouverneur. Si tu as un Mutombo du Kasaï, tu changes, tu deviens Mutombo. Donc il faut changer pour avoir des accents ronds, pour avoir du travail. Mais aujourd'hui, avec Masuka, la ville est devenue cosmopolite. Tout le monde est libre de s'exprimer dans sa langue. Tout le monde est libre de chercher du travail à Antoine. Il y en a autant, parce que nous sommes sur un plateau, je ne peux pas citer les noms des gens, il y a autant qui sont au gouvernement, qui sont des Bas-Congo, qui sont du Kasaï, et qui se sentent à l'aise comme ça. Par exemple? Bon, excusez-moi, je ne veux pas citer les noms. La fois passée, j'avais cité les noms, et j'étais pas bon. Mais ils sont nombreux. Même nos frères Ngala
C'était important. Et Fifi Masuka Seyni, elle est l'unique gouverneur d'avoir osé faire une prévision de 1 milliard. Même Kiaboula Kato n'a pas osé. 1 milliard. Il a mobilisé au-delà de 900 millions. Aujourd'hui, tous les ouvrages que nous avons hérités de l'administration passée, avec trop de dettes, il n'y a plus de dettes. Le chef d'État pourra aller là-bas et inaugurer les ouvrages payés, achevés par la province. Autre chose, la vie sociale du peuple, l'insécurité. À l'époque, là-bas, mais vous ne pouvez pas vous promener à 22 heures la nuit. On pouvait visiter par jour plus de 20 maisons et vous allez trouver des morts partout, lâchement abattus par des bandits à main armée. La situation sécuritaire a été maîtrisée. Mais aujourd'hui, tout le monde est à l'aise dans sa maison. Vous comprenez? Donc, la population a été escroquée au plus haut point. Il y a stabilité des institutions à travers un programme d'assainissement. Il y avait vraiment des fictifs qui bouffaient l'argent de l'État. Masuka a ramené de l'ordre, il a mené la propulsion sur tout le plan. Et le Lualaba aujourd'hui peut faire face à toutes les provinces. Et moi-même, j'ai demandé même à d'autres gouverneurs d'aller chercher les secrets des triomphes de Masuka. Pour faire pareil partout, je vais dire que ce serait un succès total. Très bien. Quel parallélisme maintenant faites-vous entre la gestion de cette province du temps des splendeurs de Richard Moège comme gouverneur et celle de Mme Fifi Masuka comme gouverneur intérimaire? Alors moi, je voudrais juste demander toute chose, que le gouverneur Moège devrait chercher d'abord Dieu. Oui, il a besoin d'une bonne délivrance. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous, nous avons vécu des choses terribles, des choses insupportables là-bas sur Mouyej. Mouyej était devenu un autre président là-bas. Là-bas était devenu un État dans un autre. Sur Mouyej. L'unique candidat gouverneur qui a manqué du respect au président de la République pour remettre en cause même ses compétences intellectuelles et politiques. Lui demandant d'aller encore apprendre la politique et revenir pour postuler comme candidat président de la République. C'était une insulte à un grand leader politique à l'époque comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS. Au pouvoir, le chef de l'État lance un appel. Venez dans l'Union sacrée de la nation, abandonnez le caporalisme, venez soutenir votre pays. L'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Priorisons le peuple. Il dit non, j'ai 68 ans. Je ne peux jamais suivre. Je ne peux pas changer pour devenir Tshisekedi, je préfère mourir kabiliste. Un gouverneur en fonction représentant du chef de l'État. Il a géré la province comme s'il gérait sa poche. Il n'y avait aucune trace, n'est-ce pas, de mobilisation des recettes, même des dépenses de la République. Le bureau de la réduction des comptes n'a jamais existé là-bas. Mais dans une petite échéance comme ça, sur des dénonciations, on trouve la puissance de plus de 367 millions de dollars. Pendant que sous Masuka, même 100 dollars est justifié. Et il y a des prouesses. Mais là-bas, l'argent même de la province, sous Mouyej, n'allait pas dans le compte du trésor, allait dans les comptes fictifs. L'IGF connaît ce que je dis. Plus de 70 comptes fictifs. Mais la province, ça ne dépend pas seulement des taxes et autres. La province aussi a des redevances minières. Or, dans la caisse de l'État, il n'y avait qu'une seule taxe de l'État-femme que maman, gouverneur, percevait à l'époque comme gouverneur, vice-gouverneur. Mais tout l'argent de la province allait dans le compte que Mouyej gérait seul. Donc, je veux dire, ce n'était pas encore une province, c'était autre chose. Vous allez voir, sur les 10 ministres, 6 ministres de sa tribu. Or, le Lualaba a plus de 5 ou 6 tribus. Et vous allez voir 6 ministres de sa tribu. Vous allez en fonction publique. Tous les chefs de division, membres de sa tribu. Nous avons connu des choses qu'on ne pouvait pas supporter. Alors, allons-y du côté paiement. Les gens sont impayés plus de 6 mois. La gratification, il n'y en avait pas. Vous avez des conseillers qui touchent 3 000 dollars, il y a d'autres conseillers qui touchent 1 250 dollars. C'était de l'injustice. Vous avez fait travailler des gens pendant plus de 2 ans sans statut juridique. C'est aussi un détournement. Parce que l'argent que vous donnez à des gens, vous les appelez des collaborateurs. Et ces gens ont même des casquettes officielles qu'ils prennent pour aller engager la province quelque part. Mais en cas de responsabilité pénale, ils ne sont pas protégés. Mais vous allez vous imaginer des discours de haine contre le chef de l'État en fonction pour illégitimer ce qu'il fait. Et la population a pu mettre ça dans l'air d'elle. Vous savez que la foule n'a pas d'âme. C'était pas quelque chose de bien pour la province et pour la République. C'est pourquoi nous disons que la province a connu une délivrance avec Masuka. Tout le monde se sent égal. En ce qui concerne
la gestion de la chose publique, nous nous sentons tous bénéficiaires. Que tu sois des Bandundu, que tu sois du Kasaï, que tu sois du Sud Kivu, ou de là-bas, tu es chez toi, tu te sens à l'aise. C'est la méritocratie et non l'appartenance ethnico-tribale. En ce qui concerne la gestion de la chose publique, on a peur de ne pas toucher à l'argent de l'État. Comme le chef d'État prône la bonne gouvernance comme pilier de l'État de droit. Un État de droit, c'est un État dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Gouvernant comme gouvernant, personne n'est au-dessus de la loi. Celle-ci qui est respectueuse des droits de tous. Masuka respecte à la loupe. Mais autre chose, c'est que le chef de l'État aujourd'hui est bien compris là-bas. Et les gens savent, ils sont conscients que le président pense en nous. Aujourd'hui, le quartier où il n'y avait pas d'eau potable, il y a de l'eau potable. Le quartier où il n'y avait pas de prince, il y a de prince. Le quartier où il y avait de l'insécurité, aujourd'hui, quand même, on a des bureaux construits de la police, ainsi de suite. Le chef de l'État aura même une résidence. Je veux dire, la présidence de la République aura une résidence là-bas. Mais il y a aussi d'autres infrastructures importantes qu'on a construites aujourd'hui de là-bas. Fonctionnent très bien. Mais je veux même, en ce qui concerne l'artisanat minier, aujourd'hui, les prouesses que Masuka fait en termes de recettes, c'est l'artisanat minier. C'est là où il y avait un grand désordre. C'est pourquoi je les appelais à l'époque, c'était des zombies en costume. Vous voyez, et ces gens ont fait souffrir la population. Aujourd'hui, nous sommes sous une période de délivrance où chaque personne peut sourire et vivre même la pauvreté dans la noblesse. Très bien. Ce n'est pas un péché de vénérer à la personne qui réalise des grandes choses. Donc moi je dirais c'est très bien, bien sûr. J'ai fait un petit tour là-bas. J'ai vu la réalisation de la gouverneure intérimaire, Madame Fifi Masuka. En tout cas, c'est une dame à féliciter. En tout cas, ça, je ne peux pas cacher ma reconnaissance. Voilà. Monsieur Mardoché, voilà, je rappelle que vous êtes proche de cette dame. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de spécial ou de grandiose que Monsieur Richard Mouyej n'a pas pu faire? Mais je vais dire, je venais même de donner une partie de la réponse. Je vais dire, Masuka s'est engagé d'abord, à bon escient, à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ça veut dire en pleine connaissance de cause. Elle n'est pas partie comme les autres qui sont partis pour conserver leur fauteuil, mais elle est partie pour aider le chef de l'État à gagner au droit là-bas. Ça, c'est un. Mais la deuxième des choses, Madame Masuka est respectueuse, n'est-ce pas, de la vision du président public Félix Tshisekedi. Madame Masuka a prouvé qu'elle est compétente pour gérer la province et que c'est la personne providentielle pour gérer la province du Loraba à travers ses réalisations à impact visible dans les différents domaines de la vie. Parce qu'elle fait valoir la vision du chef de l'État qui rencontre le besoin de notre peuple et surtout au Loraba. Vous avez vu sur le plan des infrastructures, c'est différent avec la gestion de Mouyej qui avait même hérité la situation avancée de Moïse Katumbi en 2015. Mais Masuka a tout changé et elle imprime sa main dans l'ombre de la vision du président public Félix Tshisekedi. Mais on dit Balobi Banasema, cette province régénère beaucoup d'argent, mais ce qui fait Madame Fifi Masuka, c'est rien du tout, c'est un trompe-l'œil. Mais c'est à celui-là de dire, mais rien du tout par rapport à quoi et par rapport à qui. Et quand on dit c'est rien, mais moi je lui dis c'est rien, là ça n'engage que lui. Ce sont des fictions qui relèvent de son imaginaire. Rien comment. Hier j'ai fait une prévision en 2020, n'est-ce pas, de 700 millions. Mais il a mobilisé comment? Il n'a même pas mobilisé 400 millions de dollars. Mais une femme qui arrive, elle modifie le budget de la province. Elle revoit ça à la hausse. Elle instruit les services, les régies financières, travailler normalement. Je veux voir ces recettes être revues à la hausse. Et nous devons travailler. Parce que si vous avez quelque chose dans la caisse de l'État, vous allez mesurer, vous allez adapter les recettes par rapport au projet d'investissement. Qu'est-ce que vous allez faire dans le secteur de la santé? Qu'est-ce que vous allez faire sur le plan de l'éducation? Qu'est-ce que vous allez faire sur le plan d'infrastructure en général? Très bien. Nous courons de l'air l'État, M. Mardoché. Voilà, vous êtes de l'union sacrée aussi, je peux le dire. Mais on constate des dislocations et dissensions dans cette famille politique. Mais on ne comprend pas pourquoi vous y persistez ou vous y restez toujours. Pour quelle raison? L'union sacrée en soi, ce n'est pas une plateforme. L'union sacrée en soi, c'est un appel patriotique. Parce qu'en droit, nous disons, nous avons deux types d'institutions. Nous avons l'institution mécanisme, nous avons l'institution, je dis quoi, organe. Alors le chef a dit, venez au sein de l'union sacrée de la nation, qui a pour objectif
n'est-ce pas, priorisation de l'intérêt du peuple. Et c'est une vision qui concerne surtout les gouvernants, ceux qui sont dans les institutions et ceux qui ont le pouvoir d'influencer ces changements, n'est-ce pas, dans leurs juridictions respectives. Qu'ils soient journalistes, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela, ils peuvent comprendre que nous abandonnons le caporalisme pour servir l'intérêt du peuple. C'est ça l'appel que le chef de l'État avait lancé au sein de l'union sacrée de la nation. Pas besoin de couleurs politiques, mais servons notre peuple. Mais au sein de cette division, il y a ceux qui ont couru, n'est-ce pas, pour conserver leur fauteuil, mais ils sont porteurs, n'est-ce pas, des autres ambitions. Ils ont ce qu'ils cachent derrière eux. Mais ceux qui sont partis à bon escient, ils sont là, ils y restent. Qui aient le bas, et le haut et le bas, ils sont là. Ils gardent la même énergie, ils gardent la même attitude pour soutenir le président public. Ce sont ceux-là qui, quand ils sont à l'intérieur, ils gardent encore leurs infections, je veux dire. Ils sont infectés du virus de détournement, de ceci, de cela. L'objectif, c'est de pouvoir mettre le bateau dans le roue, mais donner l'impression de... Très bien. Situation gravissime. Comprenez qu'il nous court déjà derrière les temps. Bientôt, nous allons voir avec l'émission. Situation gravissime à l'est de notre pays où nous sommes en train de vivre une insécurité horrible causée par le M23. Mais aussi quelques autres groupes armés, je ne sais pas, soutenus par les Rwandais, comme le disent les politiciens. Je ne sais pas, vous êtes de l'Union sacrée. Jusqu'à quand la population de l'Est continuera-t-elle à verser les larmes? Très bien. Parce que vous luttez contre ces antivaleurs, cette insécurité. Très bien. Les Français disent mieux vaut s'attaquer à la cause qu'au symptôme. N'est-ce pas? La situation de l'Est, c'est une situation très complexe. Il faut beaucoup de réflexion, d'intelligence et de beaucoup de sagesse pour gérer la situation de l'Est et trouver des mécanismes qui peuvent nous amener à une paix durable. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait des avancées très significatives. Parallèlement au régime passé où il y a eu beaucoup de désordre dans la gestion des affaires de l'Est. Je pense aujourd'hui le chef de l'État a épuisé plus que toutes les voies diplomatiques et légales pour obtenir la paix de manière pacifique. Mais ça n'a pas marché. Mais je vais dire, il a épuisé toutes les voies possibles. C'est pour qu'il ait raison, pour que le Congo ne soit pas reproché de quelque chose. Que vous n'avez pas pu faire ça en avance, vous n'avez pas pu faire ça en avance. Le chef de l'État a haussé le ton même devant la tribune des Nations Unies pour dénoncer que je suis menacé. N'est-ce pas? Mes frères sont en train de mourir à l'est du pays, voilà. Et c'est par là même que les USA, même les Nations Unies, ont publié un rapport pour reconnaître que le Rwanda est derrière le mouvement rebelle, même la prolifération du mouvement rebelle à l'est. L'objectif, c'est avoir la même mise sur le contrôle, n'est-ce pas, de l'appareil étatique de l'État pour mieux payer notre pays et réussir le plan de balkanisation. Alors le chef de l'État ne devrait pas combattre l'insécurité de l'Est avec de petites actions, il allait aussi avec un travail de fond pour étudier les faiblesses et surtout c'est quoi le problème. Établir un plan d'action à travers, n'est-ce pas, à travers lequel, excusez-moi, nous devons réussir. Mais ceci impliquerait aussi des réformes importantes et profondes au sein de l'administration militaire dans notre pays. Parce que, vous savez, à l'époque où il y a eu mixage, les Rwandais sont entrés dans les institutions. Ils ont espionné le fonctionnement de l'armée congolaise. Ils ont compris comment est-ce qu'il faut affaiblir l'armée congolaise. Corrompre les consciences de quelques généraux au sein de l'administration. Vous savez qu'il y a eu l'Imélo, il y a eu des autres. Alors, avec des gens pareils, le président public Félix Tshisekedi n'était pas à mesure, n'est-ce pas, avec ce gens, pouvoir gagner l'Est du pays. Parce qu'ils continuaient toujours à faire la même chose parce qu'ils étaient rédevables à ceux qui les envoient, ceux qui les ont corrompus. C'est pourquoi il a procédé par la politique des réformes institutionnelles pour avoir des personnes qui épousent sa vision et qui sont capables de faire valoir sa vision afin que la paix règne. Il a décrété l'état du siège. C'était déjà un pas très important et qui continue toujours. Parce que si par jour, on pouvait égorger 100 personnes et quand vous arrivez dans une semaine, on ne parvient pas à égorger 100 personnes, tuer 100 personnes le même jour, c'est déjà une avancée significative. Deux, les démarches diplomatiques que le chef avait lancées, aujourd'hui, on a tout épuisé et nous ne voulons plus encore de négociations. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le Congo doit se défendre face à l'ennemi qui est en train de menacer, ainsi de suite. Et si l'Union africaine qui a même proposé la thème du dialogue le 13 et le 14, nous sommes contre. Moi-même, personnellement, je m'étais prononcé sur Top Congo FM et toutes les autres chaînes que nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une négociation. Le Congo a besoin d'appui militaire, logistique pour faire la guerre au Merci beaucoup, M. Mardoché. Merci beaucoup. Le temps n'étant pas notre compagnon, obligé d'arrêter avec cette émission. Je pense que prochainement, nous allons vous inviter pour retenir une autre émission, spécialement pour parler un peu de l'insécurité à l'aide de notre pays. En tout cas, l'émission Touche à tout vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, qui commence bien, finit bien. Merci. Retrouvez-nous très prochainement avec le même plaisir. Ciao.